Eh bien, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là, si nombreux. Nous faisons une salle tout à fait comble. Vous me dites si vous n'entendez pas bien ou trop. Mais si ça va, très bien. Donc, bienvenue à ce colloque qui est organisé par la FRAPNA. Nous sommes vraiment très heureux d'organiser ça toute cette journée autour de ce projet Erasmus qui s'appelait « Ce que la nature nous apprend ». Alors, ce que la nature nous apprend, c'est donc l'intitulé de cette belle aventure qui a été commencée en 2024 et qui nous réunit aujourd'hui. Une aventure qui a embarqué au long des premières phases une vingtaine de personnes, de manière très rapprochée, autour des questionnements et d'expériences. Une aventure pleine de rebondissements, de déconfiture aussi, et de joie. Ce que la nature nous apprend est peut-être que, bien que nous nous soyons trop longtemps crus en dehors de la nature et supérieurs à elle, nous sommes désormais dans l'obligation de regagner un peu d'humilité. Cela veut dire remettre les humains à leur place, au sein d'un écosystème qui fonctionne grâce à des relations et interconnexions complexes dont ils ne sont pas maîtres. Imiter le castor, comme nous l'avons fait, vous verrez, ce n'est pas juste s'inspirer de son action pour lutter contre la sécheresse et augmenter la résilience de nos territoires, c'est aussi admettre que les animaux non humains détiennent une intelligence et connaissance tout à fait valables, que les végétaux et éléments, à travers leur fonctionnement, nous enseignent et que nous pouvons tous apprendre de nos apprivoisements réciproques. Pour que ce projet puisse voir le jour, nous avons de nombreuses personnes et institutions à remercier. Je remercie l'Union européenne, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, l'État à travers le FDVA, pour leur soutien financier. Je remercie également le Château de Liviers pour aujourd'hui, la mairie de Saint-Vincent-de-Durfort, l'APNAE et Gisfera qui sont nos deux partenaires catalans, et notamment pour Gisfera, Alba, Marcel et Johan, et les jeunes catalans et ardéchois qui ont pris part au projet. Je remercie également la FRAPNA, ses administrateurs et administratrices et ses salariés, et tout spécialement et très chaleureusement Noémie et Léa, avec qui nous avons construit et mis en œuvre ce vaste projet. Je remercie aussi tous les acteurs plus lointains qui, notamment pour les chantiers, nous ont prêté des outils, prêté des véhicules, signé des conventions de propriétaires, accompagnés sur les sites de prospection, conseillés, hébergés, qui ont mis les pieds dans l'eau pour des chantiers d'entretien, fait des prospections naturalistes, ont pris des photos, ont commenté, ont transmis, émis des avis, sont venus nous visiter, ont suivi le projet. Et je vous remercie évidemment d'être là, présents aujourd'hui. Vous êtes une soixantaine d'horizons différents, certains ayant un rapport professionnel avec le sujet et d'autres par simple curiosité et par intérêt personnel. Voilà, donc c'est finalement peut-être 100 ou 150 personnes qui ont gravité de près ou de loin autour de ce projet. Et pour moi, c'est sûrement une des grandes réussites du projet, c'est d'avoir réussi à entrelacer tous ces fils humains aux rivières qui nous traversent. Donc, en ces moments de grande turbulence, se lier avec attention et de manière sensible à nos lieux de vie, à ce qui nous entoure et nous constitue, ainsi qu'à nous tous qui habitons ensemble, n'est sûrement pas sans valeur. Donc, tout au long de la journée, nous aborderons différentes facettes. Ce matin, ça va être un côté plus technique, donc vraiment sur la technique low-tech inspirée des castors, dont certains ont pu voir une réalisation ce matin. Et au cours de l'après-midi, on reviendra sur le retour d'expérience de notre projet proprement dit en début d'après-midi. Et ensuite, on élargira sur des questions plus larges d'implication citoyenne. Et pour finir avec une table ronde. Voilà, donc on va commencer avec une présentation de Félix Grippon sur les techniques de régénération low-tech des cours d'eau inspirés des castors. Et donc je vais vous présenter Félix, que voilà. Félix est ingénieur en agronomie et développement territorial.
Les nombreuses formations et expériences qui allient les pratiques agroécologiques au sens large et la participation citoyenne le portent dans plusieurs régions de France et du monde, Népal, Nicaragua, Maroc, Sénégal. Il mène des projets depuis 2022 au sein de l'équipe de Permalab, bureau d'études et centre de formation en agriculture et hydrologie régénérative dans la Drôme. Dans la continuité de cette approche, il s'est formé avec Kevin Swift à la régénération low-tech des rivières par les techniques mimétiques Castor en Drôme et en Californie. Voilà, je vous laisse avec lui. Merci Yann. Alors, je parle là-dedans. Bonjour tout le monde, ça je n'ai pas encore vu. Anne a introduit sur voilà, d'où moi je parle. Donc avec Permalab, on travaille beaucoup autour des questions de l'eau et de la gestion des écoulements dans les milieux agricoles pour ralentir, infiltrer, disperser les eaux de ruissellement et voilà, favoriser l'infiltration au plus proche. Dans une approche globale qui se veut régénératrice des petits cycles de l'eau. Donc je ne rentre pas là-dedans, on va se focaliser directement sur le cours d'eau, mais c'est juste pour vous préciser que ça s'inscrit aussi là-dedans, parce que les finalités poursuivies par cette approche-là de régénération low-tech des rivières sont plus ou moins les mêmes que l'hydrologie régénérative, avec la focale cours d'eau qui est un monde à part entière et qui fait qu'on distingue clairement les deux, mais voilà, qui ont des liens assez forts philosophiquement et techniquement et de finalité. Donc, bon, j'enchaîne directement. Au démarrage, il y a une prise de conscience de ce qu'est une rivière en santé, vivante. Moi, comme sûrement vous aussi, j'ai été éduqué sur l'idée qu'une rivière, c'est ce qu'on voit à gauche sur la carte. C'est un trait bleu, comme dit, pour reprendre les termes de Baptiste Morisot. Et c'est un trait bleu qui du coup ne possède qu'un chenal par définition, puisque on le représente comme ça sur les cartes et que c'est ce qu'on voit dans la réalité aussi. Et on a oublié ce qu'est une rivière en santé, une rivière vivante, qui possède du coup pas seulement un chenal, mais qui est en tresse. Donc Baptiste Morisot parle de bol de nouilles dynamique, je trouve ça assez parlant. C'est vraiment cette idée selon laquelle on a besoin d'avoir de l'hétérogénéité dans les flux pour avoir une rivière qui comporte suffisamment de niches, d'habitats, de faciès d'écoulement différents pour créer cette hétérogénéité favorable à la vie. Et à droite, vous avez une représentation illustrée du Mississippi qui est pas vieille, 1944, et qui représente le cours d'eau principal, le lit mineur principal, et toutes ces annexes hydrauliques, tous ces bras morts, ces bras secondaires, morts ou vivants, c'est-à-dire en eau ou anciennement en eau qui ne le sont plus. Et on voit la complexité que c'est. Alors c'est le Mississippi, c'est pas notre contexte, on est bien d'accord, mais on a oublié qu'on a eu ça aussi, peut-être pas tout à fait de cette manière-là, en France, et que par exemple le Rhône s'étendait des contreforts du Vercors quasiment jusqu'au, je ne sais pas si on peut appeler ça des contreforts ardéchois, enfin les montagnes ardéchoises, donc plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres de large. Donc aujourd'hui, le Rhône, c'est quoi ? C'est 30 mètres, 40 mètres, selon les endroits. On a largement rectifié, canalisé, voire endigué les cours d'eau. Et même en milieu naturel, on a du mal à se représenter ce qu'est un cours d'eau multichenaux aujourd'hui. Donc la remise en question de ça s'est faite... on a beaucoup de choses aujourd'hui et qu'on va vous présenter aussi avec Kevin qui viennent des États-Unis. Du milieu anglophone, anglo-saxon de manière générale, mais il y a beaucoup de choses qui se sont développées là-bas, donc qui sont propres à leur contexte aussi. Mais voilà, juste rappeler que les écoulements, les grandes lois qui régissent l'hydrologie sont les mêmes aux États-Unis et en France, et on a beaucoup de choses à apprendre d'eux, je pense. Donc là je cite un des principes fondamentaux qu'a énoncé Joe Wheaton dans son ouvrage
je peux vous montrer que j'ai dans le sac après, qui est un hydrologue qui a fait un pas de côté, qui lui aussi il a déserté, on peut dire, les cadres institutionnels, et il a avec une équipe, toute une équipe, ils sont mis à faire plus confiance aux castors et à la manière dont ils aménagent les cours d'eau. Il a délégué une partie de la prise de décision à la rivière, au système rivière et aux autres formes de vie. Et il énonce donc c'est vraiment un des fondateurs de cette approche-là, et il énonce plusieurs principes pour une rivière en santé, dont ce principe numéro 4 que j'aime beaucoup, qui dit que l'inefficience dans l'acheminement de l'eau est souvent gage de bonne santé. Et voilà, on est bercé sur cette idée qu'il faut une efficacité et qu'il faut aussi donc une efficacité dans l'acheminement de l'eau, et qu'il ne faut surtout pas bloquer les flux, d'où un réflexe très ancien de nettoyer les cours d'eau, qui ont aussi une pertinence à certains endroits. Donc là, on fait un pas de côté, mais il faut nuancer tout ça. Il y a beaucoup d'endroits où ça a du sens. Il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas besoin de nettoyer les cours d'eau. Je vous invite aussi à regarder les travaux de Guillaume Piton, qui a beaucoup travaillé sur le boiement en rivière et qui déconstruit les principes selon lesquels on a le bois mort dans les mineurs se retrouve créer les embâcles. Voilà. On a une grande partie des embâcles créés plutôt par du bois vivant sur les berges, arraché au moment de la crue. Et donc, c'est un peu de ça dont il va s'agir. C'est dans les endroits où c'est pertinent, remettre du bois comme nourriture pour la rivière. Voilà, la rivière, elle est un peu personnifiée à certains moments. Et du coup, donc, avant de passer sur les applications, juste un dernier regard historique sur ce qui s'est passé en France et ailleurs, dans beaucoup d'endroits du monde. C'est donc ce schéma, donc ça c'est Cluer et Thorne, c'est des chercheurs qui ont simplifié un schéma qui est un peu plus complexe sur les phénomènes d'incision et de dégradation, d'altération des cours d'eau. Donc qui introduit ce principe qui est hyper intéressant, fondamental, c'est le stage zéro, state zéro. Ils partent de ce principe que les cours d'eau en santé, historiquement, épouser tout le fond de la vallée. Et donc c'est les humains qui, pour des besoins évidents d'urbanisation, d'agriculture, beaucoup d'agricoles à l'origine ont voulu réduire l'espace disponible au cours d'eau pour en fait s'installer et développer des usages à proximité des cours d'eau, qui sont des terres en plus particulièrement fertiles. Et donc ces aménagements divers et variés ont produit une incision. Le cours d'eau n'étant plus capable de se disperser latéralement, sa force d'érosion a provoqué une incision du fond du lit. Et donc c'est ce stage 1 à 3 là, qu'on voit sur la droite, qui est le cas le plus récurrent qu'on a autour de nous, et qui provoque à la fois une chute de la biodiversité en rivière, mais aussi un déficit hydrologique. Donc là, à droite, c'est un schéma qui est tiré de Wikipédia, qui décrit sur la page qui explique la loi de Darcy. Et la loi de Darcy, c'est une loi qui nous dit qui fait un lien entre le cours d'eau et son aquifère, sa nappe d'accompagnement. Et donc un cours d'eau qui est incisé, qui est 6 pieds sous terre, n'est plus capable de recharger les nappes phréatiques, ou en tout cas va même agir comme un drain à l'échelle des bassins versants. Et il y a des conséquences qui ne sont pas seulement sur la biodiversité, la vie aquatique et semi-aquatique, mais aussi sur la recharge hivernale des nappes phréatiques. Bon, je ne rentre pas plus là-dedans, mais sachez que c'est dans ce contexte que ça s'inscrit. Et l'idée, c'est, dans la mesure du possible, dans les contextes où c'est pertinent, se rapprocher du stage zéro, ou à minima d'une situation analogue, souvent plus bas que le stage initial, parce que sinon on réinonderait toutes les parcelles. Enfin, on ne peut pas revenir à ça, c'est pas l'idée, mais c'est de voir l'écart énorme qu'il y a entre l'origine et ce qu'on a aujourd'hui, et remettre un peu de nuance là-dedans.
Voilà, donc ça c'est tiré d'un guide de poche qui a été traduit justement du Pocket Guide de Joe Wheaton et de son équipe, qui a été traduit par l'ARA, donc c'est l'association Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne, qui a fait un gros travail autour de la traduction et de la démocratisation, on va dire, de la transmission autour de ces approches. Donc accompagné de Baptiste Morisot et de Suzanne Husky, qui ont ramené ces pratiques aussi en France. Et donc qui décrivent les 4 grands principes de dégradation, d'altération, de dégradation d'un cours d'eau. Nos cours d'eau sont affamés en structure, c'est-à-dire qu'on n'a plus de bois à l'intérieur pour créer de la complexité et des habitats. On a des cours d'eau qui sont incisés et du coup, par la même occasion, qui sont déconnectés de ses annexes alluviales et de sa plaine alluviale, qu'on appelle aussi plaine inondable, et c'est pas pour rien, et qui sont simplifiés. Donc par simplifier, on entend rectifier, voire endiguer dans entre guillemets le pire des cas. Mais même simplement monochonal, c'est déjà une forme de simplification. Donc voilà, ça j'emprunte ça à Kevin Swift, qui est un peu mon mentor à moi, qui a développé aussi ces approches, qui a été bercé à l'école de Joe Wheaton et qui a développé beaucoup ça en Californie et en Oregon, aux États-Unis, et qui replace le cours d'eau dans son fond de vallée historique, et pour se rendre compte de la déconnexion et de ce que c'était avant. De voir ce que c'était avant, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut refaire, mais c'est bien de s'en rendre compte pour voir la marge qu'on peut redonner au cours d'eau. Et donc il va s'agir de ça, en fait, redonner de l'espace à la rivière. Et il fait l'analogie de la respiration humaine en se disant qu'un cours d'eau qui circule là-dedans, c'est comme nous qui respirerions par une paille. Et donc, ce qu'on veut, c'est faire respirer le cours d'eau avec un grand bol d'air et une respiration profonde. C'est juste pour illustrer le fait que un des principes de restauration, d'un cours d'eau en sauté, que la rivière a besoin d'espace. Donc voilà, si on retourne en France, un cours d'eau comme ça, quand on le voit, on se dit qu'il est pas mal. Il a une ripisylve, il a une certaine naturalité, il méandre un peu. On voit pas tellement l'inconvénient. On est d'accord, ça ce serait un cours d'eau qui serait classé bon état écologique, enfin qui l'est d'ailleurs, selon nos critères. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus dégradé non plus, on est d'accord, mais simplement pour dire que on a beaucoup de situations en France où on a des cours d'eau qui sont pas complètement dégradés, mais qui ne demandent qu'à s'étendre plus latéralement et qui ne posent pas de problème d'enjeux humains trop prononcés. Et c'est dans ces cadres-là qu'on va chercher à intervenir. Donc là, on a à certains endroits sur ce cours d'eau, donc ça c'est la Savasse, c'est Nord-Drôme. C'est une photo qui a été prise cette année, en avril 2025. On a environ 10% du fond de vallée historique qui est utilisé par le cours d'eau, par les mineurs. Et donc ça, c'est juste un peu en contrebas après intervention humaine. On a pour le coup 100% de la vallée qui est inondée. Et donc voilà, quand on voit ça, on sait plus ce qu'est le cours d'eau là-dedans de la zone humide. Et c'est ce qui devrait être un cours d'eau en santé en France aussi. On a commencé à quelle heure? À 40 ? Il me reste 5 minutes ? C'est vrai ? Ah ouais, ok. 6, super. Alors j'accélère. Donc, mais je pense que c'est important de recontextualiser. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites aux États-Unis. Ça, c'est un des projets pilotes, on va dire, les plus marquants en Californie, d'Ottie Ravine. Donc on voit les images en haut à gauche de ce qu'était le cours d'eau pré-intervention humaine et post-intervention humaine et castor surtout actif. C'est un mélange des deux, mais c'est surtout le castor qui a réaménagé la zone à partir du moment où on lui a laissé la possibilité de le faire. Et donc vraiment, nous on y a été donc avec une collègue, c'est un désert autour.
C'est agricole, mais voilà, on voit ça, l'image parle d'elle-même. Et donc, en quelques années seulement, il y a une vaste zone humide qui s'est recréée. On entend des oiseaux à tout va de partout. C'est incroyable quand on se... Ah, j'ai enlevé les autres images, mais quand on se déplace dedans, on se rend pas compte, mais là, c'est une jungle sans nom. C'est impossible de circuler aisément, et on voit même plus où sont les barrages et où est-ce que le castor a bâti, qu'est-ce qui s'est passé, c'est illisible. Et c'est foisonnant de vie. On a des effets qui sont aussi incroyables sur les feux. Il y a beaucoup de méga-feux aux États-Unis, encore plus qu'en Europe. Et on a donc ça, c'est une image qui circule beaucoup sur ce genre de thématique. Donc c'est en Idaho. Je ne sais pas comment prononcer. Et donc en fond, c'est un fond de vallée qui a brûlé. Enfin, c'est tout un territoire assez vaste qui a brûlé. Donc dans le fond de l'image, on voit la zone brûlée, le cours d'eau lui-même, toute la vallée a brûlé. Et au premier plan, c'est une zone qui a été aménagée par les castors. Et on voit qu'elle a résisté au feu, tout simplement parce que l'eau ne brûle pas. Et c'est aussi du coup un refuge de vie pour la reprise ensuite, une fois passé le feu. Donc c'est pas seulement une zone qui est épargnée par les flammes, c'est aussi une zone refuge pour la reprise par la suite. Donc je trouve ça important de le mentionner parce qu'on va être confronté alors peut-être pas à des choses de cet ordre-là, mais on est préoccupé par le feu quand même aussi par chez nous. Et c'est un levier important. C'est cité par le GIEC. Comme une des solutions les moins coûteuses pour la lutte contre le changement climatique. Donc là, il doit me rester 3 minutes, c'est ça ? Non, mais c'est pas grave, après on aura le temps de questions, je préfère aller vite. Donc l'idée, c'est partout où le castor peut s'installer et où il n'y a pas de conflit d'usage trop fort avec l'humain, de le laisser faire, déjà, c'est une première chose, parce qu'on part du principe qu'il est bien meilleur que nous dans l'aménagement de son milieu. Donc il y a une posture déjà d'humilité assez importante dans cette approche-là, et partout où le castor n'est pas, ou alors où c'est compliqué en termes de conflit d'usage, on va chercher à limiter pour reproduire les effets sur les milieux, mais aussi dans la volonté de l'attirer si possible. Si ça s'y prête et qu'il est proche, c'est la condition la plus favorable parce que lui, il agit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il est capable de réajuster ses ouvrages assez régulièrement, même en continu. Donc, par contre, on se rend compte qu'il y a des cours d'eau très incisés avec une force une intensité de courant qui est suffisamment forte pour que le castor ne puisse pas rebâtir en l'état. Et donc, dans ces contextes-là, ça peut être intéressant de le mimer, au moins dans un premier temps. Le castor a besoin d'une lame d'eau, je pense qu'il y a beaucoup de gens pros des castors ici, mais une lame d'eau de moins 60 cm de fond pour pouvoir créer, pour vivre, inonder son terrier. Et du coup, on recrée aussi des conditions favorables à son épanouissement. Donc là, c'est toujours sur la Savasse, la même photo, le même tronçon que celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est pour vous illustrer les différents ouvrages qui sont possibles. Donc là, c'est des ouvrages qu'on appelle miméticastors, donc qui vraiment imitent le plus possible la manière dont les castors construisent, pour activer des chenaux secondaires, entre autres, qui permettent de diffuser les flux et l'énergie des crues, notamment disperser l'énergie de la crue et recréer des éponges sur les terrasses alluviales attenantes, et hétérogénéité de milieu, évidemment. Mais il y a aussi tout un tas d'autres ouvrages qui sont dont on parle un peu moins, mais on se rend compte qu'en fait, les deux processus qu'on appelle les deux processus clés de voûte en rivière, c'est donc l'activité des castors, qu'on essaie de reproduire aussi par mimétisme, et le bois mort en rivière, ce qu'on appelle les embâcles, qui sont beaucoup pointés du doigt, mais il y a des emplacements où les embâcles ne posent pas de problème d'inondation, voire ils sont favorables parce qu'ils sont situés en amont des enjeux, ce qu'on appelle les verrous hydrauliques, donc sous les ponts par exemple, qui favorisent la création d'embâcles et le débordement en plein cœur de villages, de villes, de zones où on n'a pas envie que ça déborde, et de créer des embâcles artificiels en amont de ces zones-là
permet de faire ce qu'on appelle un effet peigne et de favoriser des débordements là où ça ne pose pas de problème. Et le deuxième, voilà, ça c'est un des effets attendus. Et le deuxième, c'est de recruter des sédiments dans le lit du cours d'eau pour permettre justement de corriger ce niveau d'incision qui a déconnecté le fond du lit avec ses terrasses alluviales. Donc on va aller chercher des sédiments là où ils sont, c'est-à-dire dans le lit majeur même du cours d'eau. Donc ça dépend de l'apport en sédiments du bassin versant, hein, chaque contexte est différent. Mais il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Et voilà, ça c'est un schéma que j'ai emprunté à Cédric Cadet, du service GEMAPI de Valence Romain Aglo, qui présente un module type, mais qu'il ne faut pas appeler module type d'ailleurs, parce que chaque cas de figure est différent. Mais c'est juste pour illustrer le fait qu'on a besoin d'un complexe d'ouvrages pour que ça se réponde. En fait, cette approche, elle se veut dynamique. C'est un dialogue qui s'installe avec le cours d'eau. Et ce que fait l'humain quand il crée des ouvrages, c'est qu'il va induire des processus, il va créer des amorces pour lancer des processus. Et c'est le cours d'eau qui va réagir et produire les effets attendus. En fait, nous, on ne fait que poser des amorces et on observe comment la rivière répond et on réajuste en fonction. Donc ça s'inscrit aussi dans cette posture d'humilité et voilà, il y a des Anglais qui disent let the water do the work. Donc c'est vraiment cette idée selon laquelle c'est la rivière elle-même qui va retracer son propre lit. Et donc, Kevin en parlera un peu, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Et donc juste pour vous montrer je vais aller vite, mais deux, trois illustrations de ce que ça peut donner. Donc ça, c'est un projet un peu phare aux États-Unis mené par Kevin Swift et son équipe. C'est juste pour vous rendre compte, évidemment, on n'a pas ces paysages chez nous, mais c'est juste pour vous rendre compte de l'ampleur de ce que ça peut donner à l'échelle donc là, c'est 1 millier d'hectares à peu près. À l'origine, c'était un cours d'eau qui était monochenal, pareil, et qui s'est transformé en un cours d'eau avec au moins 6 chenaux différents. Donc là, le chenal historique était là. Toute la plaine inondable était déconnectée. Et donc là, on a tout un tas de milieux, de micro-milieux uniques et hétérogènes qui ont été recréés avec du mimétisme castor. Donc ça, c'est un autre projet qui est Sud-Oregon. Donc on a été avec 3 autres collègues de Permalab et Pascal Lossel aussi, qui est aussi basé dans la Drôme. On est allé, je vais aller vite parce que c'est une zone d'élevage. Il y a beaucoup de zones où c'est dans des ranchs. Ils ont beaucoup de projets dans ce genre de contexte. Évidemment, c'est pas les mêmes espaces que chez nous. Et voilà 3 ouvrages en 3 jours. Et c'est juste pour illustrer le rôle hydrologique. Donc là, on voit dans le fond, il y a une sonde piézométrique qui est à quelques centaines de mètres du lit mineur. Il n'y a pas eu de débordement d'activation de chenal secondaire. On a cherché à le faire, mais c'était trop haut, on n'a pas réussi à l'atteindre. Et pourtant, quelques jours après la réalisation des ouvrages, il y a eu une remontée rapide, quasi immédiate du niveau de la nappe, alors que la sonde piézométrique est vraiment pas au niveau du lit mineur et qu'il n'y a pas eu de pluie du tout, ou alors vraiment 3 fois rien. Voilà, c'est juste un exemple pour illustrer qu'on a des répercussions hydrologiques qui sont vraiment majeures et qui peuvent en grande partie aider à lutter contre les sécheresses estivales qu'on a aussi chez nous. Donc voilà le phénomène illustré par Kevin Swift, je précise, pas le même Kevin, et qui montre un peu l'effet que ça a, très très simplifié. Et voilà l'image et non seulement le niveau de la nappe est monté, mais c'est un nouveau flux d'eau, donc le chenal secondaire s'est réactivé juste par remontée de la nappe phréatique, sans que cette partie-là soit connectée. Il n'y a aucune connexion de surface entre le lit mineur et le chenal secondaire. Et voilà, et je vais passer ça parce qu'on manque de temps, on y revient peut-être après. Et là, c'est juste pour illustrer, donc moi ça j'y étais pas, mais juste pour illustrer que on est bien sur des amorces. Donc ça c'est en contexte brûlé par exemple, il y a énormément d'apports de sédiments. Et donc en fait, déjà un amas de bois dans le lit mineur provoque des réponses très rapides de la rivière et peut permettre de corriger des incisions de manière rapide et très peu coûteuse.
Et voilà, en France, on a des exemples avec un site pilote sur la Liane Véor. Il y a des vidéos sur le sujet, peut-être vous les avez déjà vues, donc je passe vite. Ça, c'est des images du chantier. Avec Kevin, on s'est rencontrés là-bas d'ailleurs. Juste pour sortir de l'échelle vaste des États-Unis, recontextualiser sur des échelles plus abordables, sur un côté plus pragmatique et en contexte agricole. Ça, c'est le premier projet sur lequel il y a eu des ouvrages mimétiques Castor dans la Drôme, la ferme du Grand Laval. Un cours d'eau débusé, 2-3 ouvrages mimétiques Castor de fait en quelques jours, chantier participatif, et une vaste zone humide d'1 hectare recréée en plein milieu d'une plaine de Valence qui est très pauvre d'un point de vue biodiversité. Et on a tout un cortège d'odonates qui est revenu sur le site. C'est assez fabuleux. Je vous invite à aller le voir quand il y a des visites organisées. Et donc il y a eu un passage, il y a une visite du castor. On voit un bout à ronger, de la loutre. Et il y a eu aussi un couple de marouettes ponctuées qui s'est installé, qui est le seul. Donc c'est un oiseau de zone humide qui a disparu de la Drôme. Et il est revenu s'installer dans cette zone humide créée par les ouvrages Castor. C'est du coup maintenant le seul site, le seul spécimen connu dans la Drôme qui s'est installé dans ces milieux-là. Donc c'est juste pour illustrer le fait qu'il y a des effets incroyables sur la biodiversité. Mais Kevin va peut-être en parler. Et voilà, quelques ressources. Donc là, il y a le mémoire de Kevin, ça fait la transition. Et des ressources, le livre de Baptiste et Suzanne, évidemment, le guide terrain de Lara, et le livre un peu de design de référence qui est en anglais, qui n'est pas traduit pour le moment. Voilà, merci. Désolé du temps.